Bienvenue sur Objectif Reconversion. Moi, c'est Julien, le cofondateur de City Life. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se réinventer et de vivre plusieurs vies professionnelles. Ça a été mon cas et ça sera peut-être aussi le tien. Mon souhait à travers ce podcast est de mettre en lumière des personnalités inspirantes qui ont un jour osé changer de vie. Ces témoignages t'aideront peut-être même à franchir le cap de la reconversion professionnelle. Je te donne rendez-vous tous les mardis pour un nouvel épisode. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme favorite. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut François. Salut Julien. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast. T'en fais beaucoup, des podcasts. Pas du tout. On va pas déroger à la règle, comme tout le monde. Explique-nous ce que tu fais aujourd'hui comme activité professionnelle. Ouais, bah écoute, je suis entrepreneur. Je suis le fondateur d'un podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur, qui est un des podcasts business les plus écoutés en France aujourd'hui. Et j'ai créé l'année dernière une agence de podcast qui s'appelle Tête de Tigre, sur laquelle on accompagne des entreprises, des marques et des entrepreneurs à créer et à développer leurs podcasts en audio et en vidéo. Tout à fait, notamment nous, sur ces podcasts-là. Ce que je trouvais intéressant par rapport à ton profil, parce que tu as un profil un petit peu différent de tous les invités que j'ai pu avoir jusque-là, c'est de faire un petit focus déjà sur ton parcours à toi, puisque tu as eu un changement, en tout cas en termes de profil d'activité, puisque tu es passé de salarié à entrepreneur. Et autre chose, c'est que tu es la voix, entre guillemets, un peu des entrepreneurs, puisque tu fais beaucoup d'interviews avec beaucoup d'entrepreneurs, avec beaucoup de profils. Et dans le podcast, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont la conclusion de cette reconversion professionnelle. Souvent, ils veulent de la liberté et donc deviennent entrepreneurs. Donc, on fera un focus là-dessus. Bon, revenons en arrière, ton parcours. Je vais te renvoyer un peu à l'école. Quel est ton parcours scolaire ? Alors moi, j'étais pas du tout prédestiné à entreprendre. J'ai deux parents qui sont fonctionnaires. L'un professeur de communication en BTS et ma mère assistante sociale donc toute sa vie. Donc moi, l'entrepreneuriat, je le visualisais pas du tout. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était les boîtes du CAC 40, c'était les grands patrons, les grandes entreprises. Mais je visualisais absolument pas ce milieu-là. J'ai fait des études dans le digital, donc dans le web, apprendre à coder, faire des sites internet, le web marketing, la communication digitale, parce que forcément, je me suis intéressé très tôt à la communication. Par passion ou c'est quelque chose qui est venu naturellement par passion? Exactement, par passion, par intérêt. Je trouvais ça très cool de pouvoir jouer sur des outils sur Internet, tu vois, enfin créer des sites, des plateformes, créer des pages Facebook, des comptes Instagram. Enfin, tu vois, c'était quelque chose qui me plaisait pas mal. Et en fait, quand j'ai eu mon bac, mon rêve à ce moment-là, c'était d'être community manager. Ok. Donc absolument rien à voir. Je me voyais très bien en CDI dans une boîte, à gérer la communication d'une boîte, potentiellement devenir, tu vois, responsable communication d'une société. Mais à aucun moment je visualisais le fait d'entreprendre un jour. Ok. Et donc là, dans ton parcours, quel est un peu le cursus et quel est le diplôme que tu obtiens pour faire ce que tu voulais faire, être ton rêve, community manager? Quel est le parcours que tu as eu et quel diplôme tu obtiens pour faire ça? Alors, j'ai fait 5 ans d'études. Les 3 premières années, c'était un bachelor chef de projet web dans une école qui s'appelle Digital Campus. C'est le premier réseau d'écoles du web en France. Okay. Je démarre ce bachelor en 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 5 années d'études, je vais faire 3 ans d'alternance. Et sur ces 3 ans d'alternance, je vais gérer la com d'un accélérateur de start-up. Okay. Ce qui va justement me mettre dans le bain de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est à ce moment-là que je côtoie quotidiennement des entrepreneurs. Et c'est ça qui va faire que je vais m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc, 3 premières années bachelor chef de projet web. Et mon master, c'est un master expert en stratégie digitale. Donc, j'ai fait 5 années d'études. J'ai été diplômé en 2019. Et après, j'ai pris une voie assez classique de salarié en CDI dans une boîte en tant que responsable marketing communication. Qu'en fait, le goal était acquis, entre guillemets. Et donc là, pour faire un focus également sur ta deuxième activité, tu lances Serial avant. Finalement, tu le fais en parallèle. Qu'est-ce qui te donne l'envie de créer cette activité à côté? À quel moment tu t'es dit, je veux créer un podcast? Pourquoi le podcast? En quoi tu t'es dit, c'est cet outil-là que je veux utiliser pour faire parler les entrepreneurs?
Ouais, je lance Serial Entrepreneur en décembre 2017, donc il y a bientôt 6 ans. À l'époque, j'écoute pas mal de podcasts, notamment un podcast qui m'a beaucoup marqué qui s'appelait Nouvelle École, qui n'existe plus aujourd'hui, qui partait à la rencontre de personnes qui sortaient des sentiers battus. Donc c'était aussi bien des artistes, des sportifs, des personnalités, mais aussi des entrepreneurs. Et moi, les épisodes qui m'intéressaient le plus à ce moment-là, c'était avec des entrepreneurs. Et donc en fait, très rapidement, je me suis dit, c'est très cool ce qu'il fait, mais j'aimerais bien aussi créer mon podcast pour le faire justement à ma sauce. Sauf qu'à l'époque, j'ai aucun entrepreneur dans mon entourage, j'ai aucune expertise d'interview, aucune expertise dans le podcast, mais je me dis que le meilleur moyen d'apprendre tout ça et de me faire un réseau, ça va être de créer mon podcast. Donc en fait, je fais tout à l'envers. C'est-à-dire que je contacte mon premier invité sans avoir de nom, de stratégie, de trame, de matériel, rien du tout. J'envoie un DM sur Instagram à cet invité. Et je me dis, sur un malentendu, il accepte. Et à ce moment-là, je serai dans la merde. Ouais, à ce moment-là, il va falloir tout faire. Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est que très rapidement, cet invité m'a répondu. Il a accepté. Il m'a fait confiance parce que faire confiance à quelqu'un qui, pour l'instant, a absolument rien, juste sur la base d'une idée, d'un projet, dire oui, c'est assez improbable. Surtout que c'est un serial restaurateur qui est basé à Rennes, qui à une trentaine d'années avait déjà une quinzaine de restaurants, donc un super profil local, Ouais. parce que je voulais démarrer sur Rennes. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Il m'a dit oui, et en fait, on a positionné le podcast 10 jours après, et en fait, en 10 jours, j'ai trouvé le matos. Budget étudiant oblige, j'avais 50 balles de budget, donc j'ai pris un petit micro sur Amazon que je branchais à mon ordi, et j'ai bossé la trame, j'ai bossé le sujet un maximum sur l'invité, je suis allé récupérer des informations sur cet invité, et je me suis dit let's go, et en fait ça s'est fait comme ça. Ok. Et donc là, comment tu gères, parce que finalement tu commences à créer du contenu, donc bien évidemment pas de rémunération, faut démarrer, le faire connaître, etc. Et c'est assez long, encore plus dans les médias. Comment tu gères ce fait d'aller explorer quelque chose qui est une nouveauté pour toi, et toute nouveauté est excitante, et en même temps, de l'autre côté, donc finir tes études, puis être salarié. Comment tu arrives à combiner ces deux activités-là, et est-ce que tu le gères très bien, ou est-ce que vraiment tu tends quand même et tu te dis oh, ça me gonfle d'aller tous les matins au boulot, quoi. Ça a été, je pense que je m'en suis pas rendu compte, mais ça a été quand même assez difficile, parce qu'effectivement, à ce moment-là, je suis étudiant en alternance, donc je suis en parallèle les cours, la boîte, on a un rythme super intense, je bosse pas mal de soirs, parce qu'on fait des events tout le temps, etc. Et le podcast, en fait, je le travaille les soirs, les week-ends, et je pose des jours de congé pour le bosser. Ok. Donc en fait, au départ, il y a quelque chose qui me frustre, c'est que je ne peux publier qu'une fois par mois, parce qu'en fait, c'est le seul rythme que je peux faire vis-à-vis de tout ce que j'ai à côté. Donc en fait, je publie une fois par mois et j'y vais en mode un peu explorateur. Je teste des choses, j'apprends aussi sur le tas. Je sais que mes premiers épisodes, ça va pas être parfait. Je vais apprendre aussi au fur et à mesure des invités. Mais par contre, je vais prendre toutes les opportunités que je vais avoir, et je vais pas hésiter à contacter des gens par mail, même si ça me paraît improbable qu'ils vont me répondre. Ouais. Donc ça, c'est les premières étapes. Et donc en fait, de décembre 2017 à septembre 2019, au moment où je suis diplômé, je publie environ une fois par mois. Okay. En 2018, il y a un pote qui s'appelle Mehdi, qui deviendra mon associé par la suite, qui me rejoint sur l'aventure. Lui, il est vidéaste, il est dans la même promo que moi. Et en fait, au départ, on trouve ça hyper cool de faire des teasers vidéo de nos podcasts audio. Et du coup, il me rejoint sur le projet pour faire des teasers vidéo de ces épisodes qui sont uniquement en audio, pour publier sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et rendre un peu sexy le fait d'aller écouter l'épisode. Et en septembre 2018, donc finalement quelques mois après la création, je contacte un entrepreneur qui s'appelle Jacques Séguéla, qui est un peu une légende française de la publicité, qui a conseillé des présidents de la République, des artistes, qui a collaboré avec Salvador Dali, etc. Une grosse référence. Exactement, une giga référence. Et à ce moment-là, en fait, je vois qu'il sort un nouveau livre, et je me dis, je vais lui envoyer un mail. Je vais lui dire, on va parler de ton livre, etc. Un peu une raison de l'avoir. Je lui pitch un peu le podcast en 2-3 phrases. Et je me dis, encore une fois, sur un malentendu,
Ça peut passer. Ça peut passer. Et ça repasse. Okay. Une semaine après, je reçois un appel de son assistante qui me dit il est partant pour le podcast. Alors, je pars en vacances une semaine. On se recapte après pour positionner ce tournage. Et donc, à ce moment-là, j'envoie direct un message à Mehdi. Je lui dis waouh, c'est improbable. On va faire un podcast avec Jacques Célia. Il faut absolument qu'on fasse un podcast vidéo, qu'on filme tout le podcast parce que on veut prendre de l'image sur ce moment qui va être unique au dernier étage de la Tour Havas, avec une vue Tour Eiffel, avec tous les trophées de la publicité dans son bureau, avec un César de la meilleure pub au milieu du podcast. Parce que si tu le racontes et qu'on ne l'a pas vu en vidéo, on va se dire... On va prendre pour un mytho. Ouais, voilà. Il y a les voix, mais l'image, prendre des photos, prendre de la vidéo, c'est à ce moment-là, on se dit que c'est hyper important. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se lance dans le podcast vidéo. Donc, assez tôt, finalement. Au final, 10 mois après la création. Et donc, on continue. En 2019, pareil. Ensuite, je suis salarié. Donc là, pareil, je continue de poser des jours de congé pour aller sur Paris, pour faire des podcasts. J'explose mes RTT pour aller tourner. Je prends pas trop de vacances. Mais je sais que c'est important. En 2020, boum, le Covid. Et là, moi qui fais que des podcasts en physique et qui refusais de faire des podcasts à distance, je me dis que j'ai plus le choix. Donc je me lance dans des podcasts à distance, même si j'aime moins le format, j'aime moins les rencontres, etc. Je fais du distanciel. En août 2020, je publie un épisode avec Anthony Bourbon. À l'époque, il n'a aucun réseau social. Il n'est pas du tout sur M6. Il n'est pas connu. Je suis contacté par son attaché de presse. Je fais le podcast avec lui. Et le jour où il est dans l'émission d'M6, le podcast explose 6-7 mois après. Okay. Enfin, 7-8 mois. Là, je te fais un résumé rapide. Mais entre août 2020 et mars 2021, je publie aucun épisode. Ok. Et donc, pourquoi je publie aucun épisode ? Parce que c'est une période justement assez difficile où je me pose plein de questions. J'hésite plein de fois, justement, je me pose des questions. Est-ce que je continue le podcast ? Est-ce que je peux tenir le rythme, etc. Et en fait, à un moment donné, je me dis, mais non, pourquoi est-ce que tu le fais ? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait de le faire ? Et à ce moment-là, j'ai un switch dans ma tête et je me dis, ok, je vais reprendre et je vais bombarder. Je vais faire un épisode par semaine. Je m'en fous d'être salarié, c'est une fausse excuse. Donc je vais booker ces épisodes et à partir d'avril 2021, je vais publier une fois par semaine. Ok. Donc là, ce qui est ultra intéressant dans ce que tu dis quand même, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quelques étapes clés quand même. T'as Jacques Séguéla qui propulse le podcast audio-vidéo, qui va être votre référence maintenant, etc. Mais c'est lui, entre guillemets, où tu te dis, je peux pas louper cette opportunité, je me lance. Et t'as l'épisode, entre guillemets, d'Anthony Bourbon qui te met un coup de boost aussi, en termes de visibilité, en termes, je suppose, de demande et de choses comme ça. Donc là, tu décides d'accélérer complètement le processus après une réflexion où tu te dis, OK, je veux faire du podcast audio-vidéo. Une fois par mois, c'est pas suffisant pour faire décoller le podcast. On pourra en parler après sur éventuellement un peu de strat. Mais donc, tu balances une fois par semaine. T'es toujours salarié à ce moment-là ? Toujours salarié. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que à partir d'avril 2021, je pars vivre à Lisbonne 4-5 mois en full télétravail. Parce que justement, la société dans laquelle je suis me fait totalement confiance. Et en fait, je me dis, changer de cadre, ça va me permettre aussi d'explorer encore plus ma créativité, parce qu'on sortait quand même, on était encore dans une pandémie, de confinement. Moi, j'étais confiné dans un appart de 50 mètres carrés. Donc en fait, c'était très difficile de créer. Et en fait, je me suis dit, donc je vais publier une fois par semaine. En plus, je serai à Lisbonne, donc ça va encore plus faire exploser ma créativité. Et à la fin de ces 4-5 mois, je reviens en France et je me dis, donc ce qui s'est passé, c'est que le podcast explose du coup, puisqu'on est sur de l'hebdomadaire. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que faire de l'hebdomadaire et relier qualité du contenu à fréquence, à un moment donné, ça pète. Il y a d'autres facteurs, mais à un moment donné, ça pète. C'est le cas pour Serial. On reçoit beaucoup de demandes entrantes, notamment une grosse opportunité commerciale. Et en fait, quand je reviens en France, je me dis, mais je suis tellement frustré de pas pouvoir saisir ces opportunités, de pas avoir le temps de les travailler, que j'envoie un message à Mehdi, je lui dis on rate trop de trucs, faut qu'on crée une boîte. Et donc ça, c'est été 2021. Je veux bien faire les choses avec la boîte dans laquelle je suis parce que j'apprécie beaucoup sa fondatrice et on est encore très amis aujourd'hui.
Et en septembre, je lui annonce et je lui dis, écoute, fin janvier, je veux quitter ta boîte pour créer mon agence. Je lui parle de mon projet. Elle le comprend très bien. Elle me dit, OK, pas de souci. Et du coup, ça laisse 6 mois, entre guillemets, pour faire la passation. Donc, je fais ça de manière très clean. Et derrière, ça me permet aussi de préparer le lancement de l'agence. Donc, en bourrinant sur Serial et en préparant les fondations de ce que va être Tête de Tigre. Ce qui est très drôle, et tu vas pouvoir nous répondre, c'est toi déjà, par rapport à ça, donc toi, tu changes, tu décides d'arrêter le salariat, de lancer cette boîte, etc. De ton côté, ton associé est pareil dans cette même situation-là. Il est salarié aussi? Non, pas du tout. Lui, il est freelance. Ok. Lui, il a été freelance direct après le master, donc dès 2019. Freelance vidéaste, Okay. donc sur plein de projets vidéo. Donc il était déjà dans ce sujet d'entrepreneuriat à une échelle plus petite et on va dire personnelle. Et du coup, pour lui, ça paraissait logique de grandir et de passer de freelance à entrepreneur avec une société, on va dire. Ok. Et beaucoup de gens se posent la question, parce qu'on me l'a posé aussi, c'est donc là, tu décides de créer une agence, sauf que beaucoup de gens se posent la question de se dire, puisque tu as le podcast Serial qui fonctionne là, à ce moment-là, très bien et qui continue d'augmenter, etc. Comment on gagne sa vie avec un podcast? C'est l'une des questions que les gens se posent. Et après, on va suivre l'étape donc de l'agence Tête de Tigre qui existe maintenant. En fait, faut poser le contexte et se dire que le podcast en France, le marché du podcast en France a explosé avec le Covid en 2020. Donc en fait, l'explosion aussi de Serial est reliée à ce contexte qui, le marché du podcast, s'est tellement développé sur ces dernières années que ça a été une opportunité assez folle. Et donc, ce marché a explosé et donc les sponsors aussi se sont développés. Les entreprises en France ont commencé à s'intéresser au sponsoring. Et donc, il y a plusieurs manières de monétiser son podcast. Il y a soit via de la sponsorisation native, donc via les plateformes, mais ça, c'est similaire à YouTube. Ça rapporte pas grand-chose, à part si tu fais du 100 000 écoutes mensuelles minimum. Sinon, il y a des entreprises qui vont te faire confiance et qui vont justement te mettre un billet pour sponsoriser ton podcast. Donc là, avec une relation plus de partenariat, presque d'associés. Donc ça, on a eu ça pendant 1 an avec QuickBooks France, qui était un outil de facturation pour les entrepreneurs. Et donc ça, c'est un exemple. Et on a aussi un troisième axe de monétisation sur le podcast, c'est qu'on vend des séries d'épisodes à des acteurs institutionnels type French Tech, qui vont inviter des entrepreneurs de leur écosystème dans le podcast. Ça sera une série co-brandée. Ce sera hyper bénéfique pour l'écosystème parce que justement on va avoir des questions assez précises sur tout l'apport de cet écosystème. Ça va être bénéfique pour l'entrepreneur parce que il va passer dans un podcast sur lequel il serait pas forcément passé sans ça. Et donc nous on a justement ce modèle avec ces 3 axes de monétisation, mais en fait on se rend compte que il y a beaucoup de tests. Vu que c'est quelque chose de nouveau, le sponsoring de podcast, il y a beaucoup de tests. Faut pas hésiter à tester des nouveaux formats, des nouveaux canaux de monétisation. Et en fait, se dire que tout est possible à partir du moment où ça fit avec l'entreprise, avec la marque qui veut soutenir ton podcast. Ok. Donc, on a testé ces 3 modèles-là. Ok. Et donc là, par rapport à ça, donc vous décidez de créer donc l'agence Tête de Tigre telle qu'elle est aujourd'hui. Comment vous trouvez votre voie en se disant je veux faire du podcast audio-vidéo et l'ambition, je pense, c'est de devenir une des références, si ce n'est peut-être la référence dans ce domaine-là d'activité et d'expertise. Et comment on va chercher ses premiers clients où on bascule de l'autre côté finalement, on devient dans la production et la réalisation plus que dans le je fais le podcast Serial Entrepreneur. Exactement. Ce qui se passe, c'est que du coup, on crée l'agence dans la foulée en février 2022. Mais au départ, cette agence n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. On est sur une agence audiovisuelle assez classique qui a 2 axes. Le premier vidéo, le deuxième podcast. Donc on fait des vidéos et du podcast. Dans les podcasts, il y a du podcast audio et vidéo. Mais en gros, on est sur une offre extra large. Et donc la première version de notre site, tu as un onglet vidéo, un onglet podcast. Dans les vidéos, on fait du film corpo, du machin, de l'événementiel. Il y a de tout. Exactement, il y a du burger, de la pizza. C'est ça. Exactement. Le bon coin de l'audiovisuel. Exactement. Et en fait, du coup, en faisant ça, on se différencie absolument pas de nos concurrents. Mais malgré tout, nos premiers clients arrivent, notamment via Serial Entrepreneur, puisque ce qui est cool, c'est que c'est notre première preuve sociale et c'est ça qui fait que nos premiers clients nous font confiance.
sur du podcast majoritairement, étonnamment. Et en fait, en mai, donc quelques mois plus tard, je reçois un mail d'une attachée de presse qui s'appelle Alexia et qui me propose un certain profil. Et ce profil s'appelle Roger Hormier. Donc je vois le communiqué de presse. Ces communiqués de presse, on en reçoit une 60aine par semaine. Donc je check assez rapidement, je vois si ça m'intéresse. Et si ça m'intéresse, je réponds. Et là, je vois de steward à coach d'entrepreneur à succès. Et je me dis, ok, pourquoi pas. Mais tu vois, ça attise ma curiosité. Ouais. Et du coup, je lui réponds, je lui dis que je suis carrément partant parce que son background m'intéresse. On fait le podcast. Et à la fin du podcast, donc déjà ça fit pas mal avec lui. Et à la fin du podcast, on lui parle un peu et on lui dit on a une agence, on fait des vidéos, du podcast et tout. Et à ce moment-là, il nous dit si ça vous dit, je vous offre un coaching. Donc évidemment, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Le lendemain, je lui envoie un WhatsApp et je lui dis quand est-ce que tu es dispo pour faire ce coaching. Et donc on book ce coaching avec Mehdi. Et on se prend 1h30 de... Et là, c'est le drame. Connaissant Roger. Voilà, c'est 1h30 difficile de claques, mais en même temps des claques nécessaires. On lui explique notre offre, notre positionnement. Au final, on n'a pas de positionnement. On a une offre beaucoup trop large. Il nous dit non mais les gars, c'est comme... vous arrivez dans un resto, vous avez 36 menus. C'est impossible. C'est illisible, ouais. C'est impossible. Et du coup, il nous pose quelques questions. Qu'est-ce que vous kiffez faire le plus ? Et là, on lui répond le podcast vidéo. Et du coup, il nous dit, les gars, faites du podcast vidéo. Et il nous dit, en même temps, c'est une prise de risque, mais ça fait partie du jeu. Et donc, nous, on suit cette prise de risque. Et quelques jours plus tard, je mets à jour le site internet, boum, on se transforme en agence de podcast audio et vidéo. Okay. Avec quand même un aspect très podcast vidéo. On taffe à fond le référencement avec un super pote qui s'appelle Quentin, qui est un énorme crack du référencement. Et du coup, on se positionne premier en France sur podcast vidéo et premier ou deuxième sur agence podcast en France, très rapidement. Et du coup, en fait, on arrive beaucoup mieux à se positionner dès septembre 2022. Et du coup, on est face à deux typologies d'acteurs. Les agences de podcast audio traditionnelles, donc avec les ingé sons, etc., qui font pas de vidéo et qui, si elles veulent développer leur offre de podcast vidéo, on reçoit des contacts de leur part. Et de l'autre côté, des agences vidéo qui lancent des offres de podcast, mais qui maîtrisent pas les tenants, les aboutissants, et qui du coup, potentiellement, nous contactent aussi pour avoir une expertise sur le sujet. Okay. Donc en fait, on arrive sur une giga niche qui est quand même un marché énorme et qui se développe de fou, parce que sur le même moment, en septembre 2022, Spotify en France lance les podcasts vidéo. Donc le marché des podcasts a explosé en 2020, le marché des podcasts vidéo explose en 2022. Ce qu'on appelle les planètes s'alignent. Exactement. Donc on se dit, ok, on a bien fait de faire le move. Ouais. Et du coup, jusque-là, on est en full demande entrante via le référencement, via les réseaux sociaux, via le podcast Serial Entrepreneur, et on se positionne vraiment exclusivement sur le podcast vidéo. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes en pleine expansion justement. Il y a de plus en plus de podcasts qui sortent, produits par Tête de Tigre. Tu m'expliquais que pour l'instant, en termes de démarchage, vous n'avez pas fait vraiment beaucoup de démarchage. C'était plutôt justement soit par tout ce que tu nous parles, référencement, ou par relationnel, ou par on t'a vu dans Serial et donc par effet boule de neige, on est tombé sur Tête de Tigre et donc on sait qu'il y a un podcast, etc. Quelle est ta vision et comment tu as envie de faire évoluer ça, ce domaine-là qui est, oui, un domaine en pleine expansion et qui devient un vrai outil de communication au sens large, puisque tu parlais de niche, mais c'est vrai que c'est une niche qui est connectée à beaucoup de choses, parce qu'on peut parler des réseaux sociaux derrière, on peut parler de vidéos un peu plus instagrammables, de toutes choses comme ça. Comment tu vois la suite de l'aventure podcast audio-vidéo? Est-ce que tu vois des ramifications possibles plus tard? Bien sûr. Aujourd'hui, du coup, on travaille sur 3 axes. Le premier, c'est l'accompagnement stratégique autour du podcast, donc le fait de poser les fondations d'un podcast. Le deuxième axe, c'est la production, réalisation, post-production, donc avec un studio qui est 100% nomade, le fait qu'on s'intègre dans n'importe quel lieu, n'importe quel espace. Et le troisième axe, c'est la communication, la croissance clé en main du podcast.
Pour l'instant, on est uniquement sur du podcast vidéo. L'idée à terme, et ça se trouve quand le podcast sortira, on aura peut-être développé justement cette offre, mais l'idée c'est de créer quelque chose de clé en main pour gérer tout le personal branding d'un entrepreneur, vraiment sur tous les différents aspects. C'est-à-dire que si tu veux qu'on t'accompagne pour rédiger des posts LinkedIn, on va t'accompagner sur ce sujet. Si tu veux qu'on t'accompagne pour un shoot photo, pour avoir un kit photo pour communiquer, on t'accompagne sur ce sujet. On veut vraiment que ce soit l'offre la plus clé en main pour les dirigeants, les entrepreneurs, que ce soit le podcast, mais que le podcast finalement ce sera un bras articulé, mais que autour de ce podcast, il y aura tout ton branding qui sera géré par nos soins en fonction de tes besoins, en fonction de tes compétences, de ce que tu as envie de gérer, de ce que tu as envie de ne pas gérer. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'accompagner à 100% les clients qu'on accompagne actuellement et de créer une offre vraiment globale par rapport à ça. Ouais, qui reste un enjeu aujourd'hui central, on en parlait en off, c'est vrai que c'est un enjeu central pour tout entrepreneur sur le personal branding, c'est vrai que le podcast est un outil sur lequel on va pouvoir faire beaucoup de choses autour et communiquer dessus, et il y a une vraie construction à mener. Pour recentrer un peu sur l'objectif reconversion, moi, par expérience maintenant avec le podcast, beaucoup de gens en reconversion décident finalement de devenir entrepreneur, en tout cas de devenir ou solopreneur, enfin de travailler seul, de plus avoir de contraintes, de plus avoir de patron, etc. Ça tombe bien, tu fais un podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur où tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Comment toi tu vois ça de l'extérieur ? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? Le truc que j'ai vu sur quasi tous les épisodes et qu'au final j'ai ressenti aussi de par mon parcours, c'est qu'à un moment donné, y a une frustration qui se crée vraiment au fond de toi, de te dire que la situation dans laquelle t'es, et notamment les gens qui ont été salariés, mais pas que, finalement ça ne te plaît pas, parce qu'il y a des contraintes de process, de hiérarchie, enfin, toutes les contraintes qu'on peut avoir dans une boîte, où en fait c'est tout né de cette frustration, et en fait ce qui fait que tu te lances ou pas, c'est justement le fait de pas avoir peur, tu vois, de te lancer dans le vide, entre guillemets. Et ça, globalement, je l'ai vu sur 80-90% des podcasts. Il y a eu ce cas de figure dans 80-90% des podcasts. Dans le pourcentage restant, il y a aussi des gens qui étaient bien dans leur taf, mais qui, à un moment donné, ont eu une idée qu'ils ont voulu appliquer assez rapidement. Typiquement, là, en podcast assez récent, je pense à Hassan Ali Chaudhary de Fullsoon, qui a créé un outil d'intelligence artificielle pour prédire le taux d'occupation des restaurants. C'est une boîte assez incroyable. Lui, il a bossé chez Accor, le groupe Accor. Ça se passait très bien chez Accor. Mais à un moment donné, il a eu cette idée, il n'arrivait pas à l'appliquer chez Accor, et du coup, il s'est dit OK, il faut que je crée ma boîte. Et Accor, ensuite, l'a soutenu pour la création de sa boîte. Okay. Donc, dans la majorité des cas, c'est quand même le point central de tout ça, c'est une frustration. Et pour faire un zoom sur un truc très particulier, on le voit dans ton parcours, il y a plein de moments clés, il y a plein de déclics finalement qui se créent par des opportunités externes ou par la vie de tous les jours. C'est souvent une des problématiques, c'est ce déclic et cette prise de décision. Comment toi tu le ressens par rapport justement à ces entrepreneurs ? Comment tu vois et comment ils ont pris cette décision ou comment ils ont réussi à dire OK, j'y vais, je prends ce risque, mine de rien, parce que devenir entrepreneur, c'est prendre un risque. Pour moi, c'est la définition d'un entrepreneur. Quels tips tu vois ou quel truc tu te dis, ils ont tous eu à peu près ce levier-là à un moment donné, d'une certaine manière, de prise de décision. Je pense que il faut pas hésiter à se poser seul. Enfin, du moins, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent. Se poser seul et se poser les bonnes questions, se dire OK. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette situation ou est-ce que j'ai envie de changer cette situation ? Et après, il y a un facteur qui peut être problématique ou un facteur de motivation, ça va être l'entourage. Généralement, c'est très souvent une problématique parce que ton entourage va te dire non mais t'es sûr tu quittes un job, t'es bien payé, en plus vu le contexte, mais t'es sûr de faire ça ? Et en fait, si tu suis la vie des autres, en fait, ta vie, tu l'auras pas choisie. Et derrière, tu vas le regretter un jour ou l'autre. Donc en fait, ce moment de saut, de prise de décision, il est à 200% personnel. Personne ne va prendre la décision à ta place, puisque finalement, ta frustration, les autres l'ont pas. Ouais, donc en fait,
mon conseil, c'est effectivement, à un moment donné, pose-toi seul avec toi-même, pose-toi les bonnes questions et prends des décisions radicales vis-à-vis de toute ta réflexion. Et je pense que c'est dans les coups de tête qu'on prend les meilleures décisions. Et moi, ça a toujours été le cas. Parfois, je réfléchis pas trop longtemps c'est même très souvent, je réfléchis pas très longtemps pour prendre une décision. Ouais, je partage l'avis. Plus tu réfléchis, plus tu trouves toutes les idées possibles pour pas le faire. Plus le temps passe. Donc, c'est clair. Toi, dans ton parcours, justement, et dans cette évolution-là, est-ce que tu as des points ou des regrets ou des choses, tu te dis, j'aurais pu faire différemment, j'aurais dû faire différemment? Si tu fais un bref rapide sur cette courte période, comment tu t'évalues et comment tu vois les choses là-dessus? Franchement, j'ai pas de regrets particuliers dans le sens où en sortie de master, je me sentais pas du tout prêt à entreprendre. J'étais pas du tout, je me sentais pas suffisamment mature pour entreprendre. L'expérience de CDI, elle m'a beaucoup apporté sur plein de sujets. Et du coup, j'ai pas de regrets particuliers parce qu'en fait, quand je prends du recul et que je reprends mon parcours, en bachelor, effectivement, je voulais devenir community manager. Ensuite, le master, je me suis dit, ok, responsable com market, ça peut être cool. Du coup, j'ai eu ce job. Et en fait, sur le job, je me suis aussi dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, toute cette aventure m'a mené justement là où je suis actuellement. Mais sans ça, potentiellement, j'aurais fait plein de trucs. Donc, j'ai pas de regrets particuliers. Je pense pas que j'aurais pu faire le saut avant. Parce qu'effectivement, quand t'as pas d'entrepreneur dans ton entourage, c'est très difficile d'avoir des exemples. Les exemples, tu les vois à la télé, tu les vois dans les médias. Mais tu vois, je sais pas, voir le fondateur de Blablacar, par exemple, t'arrives pas trop à visualiser son aventure, comment ça a démarré, avec qui. Et du coup, c'est ça qui est très difficile. Je pense que, et c'est d'ailleurs le job aussi des podcasts business, c'est de montrer toute la diversité des parcours et de montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe ton écosystème de base, en fait, l'entrepreneuriat, c'est accessible à tous. Et c'est probablement l'un des trucs les plus accessibles aujourd'hui pour créer ce que tu veux. Ce qu'on voit dans ton parcours aussi, c'est qu'on a besoin d'avoir des connexions et de se créer un réseau avec des rencontres. On le voit, tu as 2-3 personnes dans ton parcours qui ont été ultra importantes et qui font ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras potentiellement demain. On arrive vers la fin du podcast. Généralement, la question que je pose, c'est le conseil, t'en as déjà donné. Si tu as une reconversion réussie, tu m'as déjà répondu. Donc, je vais te poser une question qui va être très dédiée pour le coup à l'entrepreneuriat. Pitch-moi en 2 minutes rapide pourquoi être entrepreneur et faire le saut de se dire allez, je me lance, pour quelle aventure je vais vivre et comment elle va être. Encore une fois, sans le côté négatif, parce qu'il y a toujours le côté négatif. Je pense que y a une phrase que j'aime beaucoup qui a été reprise dans beaucoup de podcasts et notamment par The Family à l'époque où ça a été créé. C'est anyone can be entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur, mais pas n'importe qui, dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est hyper accessible, mais il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Mon conseil, c'est comme je l'ai dit auparavant, si à un moment donné, tu veux vivre une vie choisie, faut prendre des décisions radicales, et ces décisions radicales vont t'amener à des choses suffisamment improbables pour créer ton aventure, tu vois. Ce qui est souvent dit aussi, c'est que c'est pas la destination qui compte, c'est toute cette aventure, tout le trajet, tu vois, de cette aventure. Et c'est ça, en fait, qui, au fil des rencontres, au fil des décisions, au fil de tout ça, en fait, à la fin, ce sera important de prendre du recul et de dire, OK, waouh, je suis fier et content de toutes ces décisions, de toutes ces prises de risques. Et faut juste pas avoir de regrets, en fait, parce que encore une fois, on n'a qu'une vie et si tu prends pas les décisions, personne va les prendre à ta place. Merci beaucoup François pour ton témoignage et toute cette histoire. On va suivre les aventures et l'évolution de Tête de Tigre. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Julien. Ciao ciao. Ciao. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à le partager à ton réseau. Si tu souhaites avancer dans ton projet de reconversion professionnelle, n'hésite pas à me contacter via le lien en description. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.